Eh bien, bonjour à toutes et tous à ce webinaire. Donc, chaque année en France, plus de 7000 patientes sont diagnostiquées avec un cancer gynécologique. Et parmi les effets collatéraux de ce cancer, l'image de soi peut être impactée, l'image corporelle de soi, l'intimité. Et c'est pour ça qu'en ce mois de septembre turquoise, avec Laure, nous sommes particulièrement contentes d'avoir proposé un programme de 4 webconférences pour mieux comprendre les cancers gynécologiques, mais aussi mieux vivre avec. Et donc ce soir, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire, c'est mieux vivre avec un cancer gynécologique, notamment sur cette thématique de l'intimité et de la sexualité. Alors pour ça, nous sommes entourés de nombreux experts, patients ou professionnels de santé qui vont partager leurs ressentis. Donc bonsoir, nous allons faire monter Caroline. Donc Caroline qui est patiente et qui a accepté de venir témoigner sur son ressenti, des solutions qu'elle avait pu trouver et auprès de qui. Colette, bonsoir Colette. Donc Colette qui est connue sur les réseaux puisqu'elle est co-responsable de mon réseau cancer colorectal. Et Colette est aussi doctorante auprès de la CNAM sur justement cette thématique de sexualité et cancer. Elle a notamment mené pas mal d'enquêtes en fonction des indications et c'est ça qu'elle va nous présenter ce soir. Le docteur Marchand, bonsoir docteur Marchand. Donc vous êtes à Nantes et vous êtes gynécologue à la clinique, à la polyclinique Elsan à Nantes. Et enfin, nous terminerons avec Jean Bourdin, alors que vous ne voyez pas parce qu'il sera uniquement par téléphone pour des petits problèmes de connexion et donc qui est kinésithérapeute et qui est spécialisé en périnéologie et scénologie. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne webconférence et je vais faire monter Caroline. Laure, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et peut-être à tous, parce que les problématiques des patientes touchent finalement leurs proches également. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et en fait, avec mon réseau Cancer Gynéco, on est ravis de cette conférence parce on a déjà abordé ces questions de vie intime et de sexualité. C'est une évidence finalement qu'on est préoccupé par cette question quand on est touché par un cancer gynéco. Mais aujourd'hui, on vient avec Colette, avec donc une grande des résultats d'enquête, avec l'idée de casser des tabous, d'aller plus loin dans ce qu'on sait, et surtout de voir aussi avec nos spécialistes des solutions et faire avancer les choses. Donc j'espère vraiment que vous allez trouver beaucoup d'intérêt à tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié tout au long des interventions et à différents moments de la soirée. On prendra vos questions avec Oriane pour vous faciliter, j'allais dire, l'accès à une information vraiment pertinente sur tous ces sujets délicats. Voilà, donc merci à Caroline, à qui je laisse la parole pour témoigner de son parcours. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me permettre de témoigner ce soir. Donc, moi, je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus en fin 2020, donc j'avais 30 ans. Un cancer au stade 4. J'ai donc suivi un parcours guérison pendant plusieurs mois avec donc des séances de chimiothérapie, radiothérapie et curithérapie.
J'ai appris ma rémission en juin 2021 et là a commencé un deuxième combat qui est donc l'après-cancer. Donc un gros combat et pas des moindres. Et surtout l'acceptation d'un nouveau soi. Donc les traitements m'ont ménopausée de façon précoce, donc avec tout ce qui va avec, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale, prise de médicaments donc pour pallier à ce manque d'hormones, etc. Tout au long de mon parcours, on ne m'avait pas donc parlé des conséquences que tous ces traitements allaient donc provoquer sur mon corps, sur ma santé physique et psychologique également. J'ai eu l'occasion d'en parler une fois avec mon radiothérapeute et sa réponse m'avait un petit peu choquée. J'avais posé la question est-ce que ma sexualité allait être un peu modifiée avec tous ces traitements, et la réponse que j'avais eue c'était oui, mais là j'ai pas trop de temps de vous en parler. Il faudra juste que vous pratiquiez une sexualité pénétrative très rapidement après les traitements. Bon, voilà, j'étais restée un petit peu choquée de cette réponse. Parce que c'était vraiment pas quelque chose, sexualité pénétrative à laquelle je pensais à ce moment-là. J'ai eu l'occasion ensuite d'en parler après ma curithérapie. C'est la première fois que j'ai rencontré une sexologue. Ça m'a fait du bien car c'est la première fois du coup qu'elle a évoqué certaines choses comme l'atrophie vaginale, qu'elle m'a parlé des dilatateurs pour justement éviter que les parois se resserrent, se collent, etc. C'est la première fois que je comprenais vraiment ce qui se passait sur ce qui était en train de se produire sur ma sexualité, sur mon corps. Donc en sortant de ce rendez-vous avec cette sexologue après la curithérapie, c'est vraiment là où je me suis dit oh là là, il y a un gros chantier, ça va être compliqué, va falloir s'accrocher, et que c'est là que j'ai vraiment pris conscience des changements qui allaient opérer sur mon corps, sur ma sexualité. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à essayer de me renseigner, et c'est là où j'ai été confrontée à un mur, on va dire. Quand j'en parlais à ma gynécologue, je sentais qu'elle n'était pas très impliquée là-dedans, et en soi, j'en veux pas forcément parce qu'elle avait peut-être pas toutes les infos. Ils n'avaient pas de sexologue disponible à ce moment-là pour faire une séance. Je regardais beaucoup de choses sur internet, etc. Mais c'est vrai qu'on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi. Et je me suis aussi orientée donc vers les associations en lien avec les cancers gynéco. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas énormément. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc sur mon réseau cancer gynéco où il y a eu un accueil très bienveillant de la part de toutes. Donc j'ai commencé à échanger avec pas mal de patientes et je me suis rendu compte qu'on était toutes un petit peu perdues dans tout ça. De mon côté, j'avais vraiment envie que ça change parce que pour moi c'était la double peine, parce qu'avant mon cancer, j'avais une sexualité qui était tout à fait je sais pas ce qu'est une sexualité normale, mais j'avais aucun souci avec tout ça, pas de sécheresse vaginale, pas de bouffée de chaleur, voilà, tout allait très bien. Donc c'était vraiment pour moi la double peine, la triple peine même, parce que du coup impossibilité d'avoir des enfants de façon dite naturelle. Donc voilà, vraiment beaucoup de difficultés à trouver des réponses à mes questions. Je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que j'avançais lors du parcours après cancer que j'avais des baisses de libido, sécheresse vaginale, donc en effet assez importante, et j'ai essayé tout un tas de choses, des ovules à base d'acide hyaluronique qui ça m'a coûté une fortune parce qu'évidemment ces traitements sont pas remboursés. J'ai essayé de poser des questions en vain, j'avais toujours les mêmes réponses, les mêmes produits à aller acheter en parapharmacie, donc toujours me rembourser. Et ensuite, donc heureusement j'ai un conjoint toujours qui était vraiment très patient et très compréhensif, et j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que c'est pas toujours le cas et que ça peut justement entraîner beaucoup de difficultés dans un couple, ça c'est indéniable. Et c'est vrai que grâce au forum, on m'a parlé de séances de kiné pour une rééducation pelvienne. Donc j'ai pris rendez-vous et j'ai vraiment trouvé en fait ça a été top ces séances que j'ai faites à Marseille. J'ai galéré un petit peu à trouver une kiné adaptée à ma situation, et j'en ai trouvé une, et c'est vrai que c'était vraiment un moment privilégié à chaque séance car c'était une des rares personnes dans le domaine, dans le milieu médical avec laquelle qui nous manipulait et avec laquelle on pouvait quand même échanger, et ça fait vraiment du bien de se sentir écoutée, voilà, même si elle n'avait pas les réponses à toutes mes questions, mais beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, et ça franchement c'était super.
Donc voilà, parce que c'est vrai que mine de rien, dans le parcours, quand on trouve pas de solution, et ben on finit parfois par accepter l'inacceptable, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est quand même notre santé qui est notre santé sexuelle, c'est hyper important, qu'on soit en couple ou pas, à tout âge. Et c'est vrai que des fois on se dit, bah, je vais accepter finalement, je vais vivre avec cette douleur, je vais vivre avec ces problèmes, avec ces questions sans réponse, et ça devient une grosse charge mentale du coup dans ce cas-là. Voilà, donc c'est vrai que je me retrouve énormément donc dans l'enquête, dans les résultats de l'enquête de Colette. Ça ne m'étonne absolument pas. Enfin, les chiffres dont on parlera après ne m'étonnent absolument pas. Et pour moi, il faut vraiment que ça change et qu'on nous en parle de tous ces changements avant. Enfin, en tout cas pendant les traitements et après qu'on ait un suivi, quelque chose, qu'on soit pas laissé seul comme ça avec ce séisme qui a lieu dans notre corps, dans notre sexualité. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important et je suis vraiment très voilà, je suis à fond dans tout ça parce que c'est pour moi il faut en parler, il faut que la parole se libère et voilà, je me répète beaucoup mais pardon. Voilà en gros. Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement fort et du coup on va proposer à Colette de nous présenter ces fameux résultats dont tu parles et merci beaucoup aussi d'avoir participé toi aussi à faire connaître l'enquête dédiée aux patientes en gynéco et voilà, merci pour ce témoignage très fort. Merci Caroline. Et comme l'a dit Caroline, eh bien, l'Organisation mondiale de la santé, en fait, dit très bien que la santé sexuelle est aussi importante que la santé physique et la santé mentale. C'est un droit des patients. C'est un droit. C'est pas quelque chose qui est optionnel. Bon. Force est de constater, comme vous le verrez dans cette présentation, qu'on n'y est pas du tout. Voilà, on n'y est pas du tout. Il y a vraiment beaucoup à faire. Alors donc juste deux petits mots. Là, nous allons évidemment parler de cette enquête sur sur la partie cancer gynécologique, mais nous l'avons fait également pour le cancer du sein, le poumon, le colorectal, et ce sera présenté dans d'autres sessions. Voilà, je tiens à le dire et aussi à remercier Cyril Saros, qui est le co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal, puisque nous avons démarré par Mon Réseau Cancer Colorectal comme un pilote, et ça a été extraordinairement important. Voilà. Donc, vous verrez que les résultats sont édifiants. Tout d'abord, sachez qu'il y a eu 58 femmes qui ont répondu à cette enquête, majoritairement entre la tranche d'âge entre 40 et 60 ans, puisqu'il y en a à peu près 67%. Mais il y en a quand tout de même, comme Caroline, en fait, des personnes qui ont moins de 40 ans. D'accord? La majorité est en couple. Donc, avant le cancer, vous voyez 86%. Et comme disait Caroline, elle a un compagnon qui est vraiment génial, formidable. Eh bien, il y en a certaines, effectivement, qui perdent leur compagnon ou leur compagne après. Voilà. Donc les cancers qui sont concernés majoritairement, ce sont les ovaires, cancer de l'ovaire, et puis ensuite vient le col de l'utérus et l'endomètre. Et puis bon, évidemment l'utérus. Nous avions parmi ces 58 patientes 26% qui ont un cancer métastatique. D'accord? Donc ça c'est important d'avoir ça en tête parce que ce sont des patientes qui ont un parcours particulièrement complexe, effectivement. Pourquoi ici on parle de stomie? Alors la stomie c'est un abouchement en fait au niveau de l'abdomen pour des personnes qui doivent évacuer leurs selles, donc qui peuvent pas les évacuer dans un premier temps, soit de façon temporaire, soit de façon définitive par l'anus, et donc on est obligé de leur faire cet abouchement. Et c'est important quand on parle de la vie intime et sexuelle parce que ça peut effectivement affecter l'image de soi. Donc parmi toutes ces patientes, il y en avait 10% qui avaient une stomie temporaire. Voilà. Donc je vais donc vous montrer en fait les résultats. Donc vous voyez là, sur toute cette enquête, nous nous sommes attachés à vraiment s'interroger sur ce qui se passait avant le cancer pour le comparer à après le cancer.
Alors, il faut savoir que dans l'enquête, nous avons été très loin. On demandait aux gens s'ils étaient en traitement, s'ils étaient plusieurs années après le cancer. Bon, dans ce type de restitution, on reste assez global, mais sachez qu'on a cette information. Et là, globalement, qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien, l'envie de faire l'amour, la capacité à ressentir du plaisir. Et ça, c'est vraiment un élément important. Et la capacité à ressentir de l'excitation, eh bien tout cela, c'est dans les mêmes ordres de grandeur, je dirais 63%, 60%, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est moins, hein, quand on vous met moins, ça veut dire que les personnes sont vraiment très très affectées, ils ont un déficit à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment comme le disait Caroline, qui n'est pas étonnée par les résultats, c'est effectivement malgré tout très consternant. Ensuite, on s'est également intéressé aux pratiques, on peut dire, d'autosexualité, c'est-à-dire les pratiques en solo. Et donc, en fait, on voit bien que la masturbation après cancer chute de façon dramatique. D'accord? Et l'utilisation des sextoys également pour celles qui le pratiquaient. Donc, nous avons eu également ces informations qui montrent une détérioration de toutes les façons quand même très significative. Et là, vous verrez que là, nous entrons dans un niveau de détail beaucoup plus fin, parce qu'en fait, quand on parle d'impact donc dans sa vie sexuelle, dans son intimité et tout cela, eh bien, étant donné qu'on vit une maladie aussi complexe que le cancer, on peut, je dirais, il peut y avoir d'autres éléments que des aspects purement d'ordre sexuel, c'est-à-dire des impacts, comme on a mis ici, négatifs, non sexuels. Donc, nous sommes intéressés au top 5, et donc, évidemment, et ça c'est vrai dans toutes les catégories des enquêtes que nous avons faites, 64%, c'est la fatigue qui vient en tête. Voilà, la fatigue est vraiment quelque chose d'important. La transformation corporelle, la prise ou perte de poids, l'alopécie, et puis pour celles qui ont, comment dirais-je, la stomie, ça aussi peut jouer. Et puis, vous avez également les douleurs. Voilà, les douleurs, et c'est vrai que lorsque l'on parle du cancer gynécologique, c'est une zone qui est effectivement très affectée. Évidemment, quand on a toutes ces difficultés en amont, forcément, on ne dort pas bien, et puis l'image de soi est pas mal affectée, d'accord? Et puis là, si on regarde l'aspect purement sexuel, donc on en a vu déjà certaines informations. Là, on voit une baisse ou absence de désir qui est pratiquement à 70%. Et si on s'intéresse aux douleurs uniquement donc dans la zone urogénitale, là, en fait, on parle de douleurs de façon plus générale, mais là, on entre dans le détail, mais vraiment urogénital. Vous voyez, c'est très élevé. Les troubles de l'excitation, 36%. L'absence d'orgasme ou difficulté à l'atteindre, 28%, et complexité de certaines positions, 28%, parce que là aussi, les impacts sont importants. Et nous nous sommes aussi intéressés, bien évidemment, vous vous doutez bien, aux pratiques sexuelles, d'accord? Donc là, je vous donne les chiffres pour les personnes qui sont en couple, en sachant que nous en avions 42 sur les 58 qui étaient en couple. Donc, c'était quand même assez significatif. Bon, là, très clairement, Caroline en a parlé tout à l'heure déjà. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la pénétration, voilà, c'est une chute vraiment dramatique. Et on n'a pas ce niveau-là dans dans les autres types de cancers. C'est vrai que au niveau gynéco, c'est vraiment très prononcé. Tout ce qui concerne les caresses sexuelles, et puis ensuite les pratiques en termes de sexe anal, sexe oral, sexe vaginal, et des caresses dans la zone génitale et tout cela. Donc de toutes les façons, vous voyez, hein, on est vraiment dans des niveaux extrêmement de chute vraiment énormes. Donc il y a vraiment un impact important. Alors on s'est aussi intéressé, mais là c'est en fait la perception de ces femmes par rapport aux impacts sur leur partenaire. D'accord? Eh bien, on se rend compte, évidemment qu'il y a des impacts chez le partenaire. Le fait que, au niveau du désir, il soit impacté, baisse ou absence, 33%.
On a aussi des points positifs, des partenaires qui sont créatifs pour adapter l'intimité, donc qui jouent un rôle vraiment moteur à ce niveau-là, 26%. Et puis des troubles de l'excitation du partenaire, parce que quand le partenaire voit que sa compagne a des douleurs, souffre et tout cela, bon, c'est vrai que ça n'est pas matière à favoriser l'excitation. Alors on pourrait se dire, mais franchement, avec tout ce qu'on vient de voir, les professionnels de santé, bien évidemment qu'ils savent tout ça. Et donc, bien évidemment qu'ils vont quand même nous informer, nous tenir au courant, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que bien souvent, beaucoup de patients ne savent vraiment pas ce qui va se passer, en fait, après avoir eu le cancer, après avoir eu les traitements, ils ne savent pas. Alors, qui informe les patients? De l'impact en fait sur la sexualité, aucun soignant, 50%. Donc là, c'est très, très grave. Et là, vous voyez, quand ils en parlent, donc c'est surtout les chirurgiens, ensuite vient le gynécologue. Alors, ce qui est extrêmement choquant, c'est l'oncologue, parce que quand on est dans son parcours de soins, le professionnel de santé que l'on voit, mais alors tout le temps pratiquement, pendant tout son parcours de soins, c'est l'oncologue, voilà. Donc seulement 7%, et puis après ça décroît énormément. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 difficile. Et puis donc pour avoir un chiffre un peu global, en fait, les troubles sexuels qui ont été mis en lumière, 45% des patientes ont déclaré en souffrir. Et donc voilà, donc le 0% dont je parle là, c'est tout au long du parcours de soins, savoir s'il y a eu une possibilité d'en parler et d'en reparler encore pendant tout le parcours de soins, pas du tout. Et puis lorsqu'il y a une discussion qui a pris l'initiative, des fois des patientes en parlent, des fois le professionnel de santé, et puis des fois aucun d'entre eux. Et en fait, on pourrait dire que malgré tout, pour ceux qui sont au courant, les soins supports, ce sont des soins qui permettent vraiment aux patients d'être accompagnés pour pouvoir surmonter un peu tout cela. Seulement 14% bénéficient de ces soins supports. Et les soins qui sont particulièrement adaptés en fait à leurs problématiques, donc des consultations de sexologie, sexothérapie, etc., seulement 4%. Seulement 4%. Ce qui est vraiment, vraiment consternant. Alors, cette dernière planche, en fait, montre un peu, j'ai voulu donner quand même une note d'espoir quelque part, c'est-à-dire la différence avant et après 50 ans. Alors, force est de constater que, eh bien, là, on parle d'aucune information sur l'impact du cancer sur la sexualité par un professionnel de santé, aucune information, 30% par rapport à 30% pour les moins de 50 ans par rapport à 60% pour les plus de 50 ans. Ça veut dire que 70% ont cette information. Ça veut dire que les moins de 50 ans aujourd'hui se renseignent beaucoup plus que leurs aînés en fait. Voilà. Donc voilà. Donc il y a un côté peut-être plus proactif et les professionnels de santé peut-être en parlent peut-être un peu plus. En tous les cas, notre enquête a permis de mettre ça en lumière. Je ne savais pas que je pouvais discuter de troubles sexuels avec un professionnel de santé. Eh bien, non. Les moins de 50 ans sont beaucoup plus au courant que les troubles sexuels existent. Et pourquoi? Parce qu'il existe de formidables associations comme Patients Réseau avec mon réseau Cancer Gynéco, etc. C'est sûr que parler à des patients qui vivent la même chose que vous, ça vous aide. Voilà. Et puis ici, j'ai pu bénéficier de soins de support liés aux problèmes sexuels. Donc en fait, c'est vrai que les moins de 30 ans sont beaucoup plus au fait. Voilà. Les moins de 50 ans, je voulais dire, sont beaucoup plus au fait. Voilà, j'ai dépassé un tout petit peu, je m'en excuse. Laure, est-ce que tu voulais... Alors, merci beaucoup Colette pour cette présentation hyper exhaustive et en fait qui corrobore complètement le témoignage de Caroline sur le manque de communication des soignants. En fait, on découvre au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on multiplie ces initiatives pour que les soignants en parlent de façon plus proactive. Et aussi, quand on voit les chiffres chez les plus de 50 ans, des patientes qui ne pensent pas qu'elles peuvent en parler à leur oncologue, à leur radiothérapeute, enfin, ou au moins à leur équipe soignante, c'est quand même incroyable. Je rappelle que la sexologie,
fait partie des soins oncologiques de support reconnus par l'INCa et que la santé sexuelle, comme tu le disais, est un droit puisqu'elle est reconnue par l'OMS. Donc là, Caroline, est-ce qu'il y a des choses sur cette enquête qui vous ont étonné, sur lesquelles vous souhaitiez réagir, ou docteur Marchand, en tant que soignant, les deux, ou même Jean, hein, Jean Bourdin. Bon, alors moi, de toute façon, avec mon topo, je vais en parler un petit peu après, mais c'est vrai que je suis malheureusement bien au fait de ces résultats, puisque dans ma pratique quotidienne, puisque je m'occupe beaucoup de prise en charge gynécologique de sécheresse vaginale, et en fait tous les chiffres, tous les pourcentages que vient d'annoncer Colette, même si je n'avais pas les chiffres bien en tête, correspondent vraiment à ce que je vis avec mes patientes et qui m'insurgent. Mais voilà, je suis là aussi pour essayer de faire bouger les choses, pour soutenir, et puis je vous remercie aussi beaucoup de proposer des webinaires comme ça pour essayer d'éveiller un petit peu les esprits. Donc, mais vraiment Colette, c'est un très très beau travail donc qui est fait, hein, ça franchement. Et je pense que ces enquêtes, il faut qu'on en parle, qu'on les diffuse, que voilà, que moi en tant que professionnel, je peux aussi rediffuser. Enfin, il faut vraiment qu'on soit ensemble et peut-être aller dans tous ces nouveaux centres de médecine holistique où on prend pas mal en charge justement les femmes pour le cancer, post-cancer, parce que comme l'a justement dit Caroline, il y a le cancer, c'est un tsunami, c'est un séisme, hein, ça a été son terme, mais l'après-cancer en est un également, et on n'est pas préparé au séisme du cancer, mais alors on n'est pas du tout préparé quand on pense que les traitements sont finis, qu'on s'oriente peut-être vers une guérison, mais en fait c'est autre chose qui vous arrive, et ça je rejoins ce qu'a dit Caroline, je rejoins ce qu'a dit Colette, hein, avec ses résultats d'enquête, on ne s'y attend pas, et enfin, voilà. Pourquoi on m'a pas prévenu? Voilà, c'est les paroles que j'ai quotidiennement. Mais pourquoi on m'en a pas parlé? J'ai cru que j'étais seule à vivre ça. Mais pourquoi on nous parle de nausées, de vomissements sous chimiothérapie? Mais oui, tout ça, ça va disparaître finalement après. Mais la sexualité, tout ça, le manque d'hormones, enfin les troubles sexuels qu'on va avoir, mais ça va devenir pérenne si on ne fait rien. C'est-à-dire que moins j'aurai de rapports, moins je vais pouvoir en avoir. Donc, du coup, si on ne traite pas ça, ça va être un problème, mais qui a des répercussions personnelles et de couple et sociales. Voilà. Donc, bravo pour ce résultat d'enquête et pour le témoignage de Caroline. Oui, du coup, je rebondis aussi. Il y a une première question qui est, Colette, de savoir si ces résultats seront publiés scientifiquement. Il faut qu'on les mette en valeur. Hein. Vous avez déjà, tu as eu l'occasion de présenter un poster. Vous avez participé à des congrès avec Cyril sur des résultats, j'allais dire généraux des enquêtes. Mais on voit aujourd'hui, et notamment pour les cancers gynécologiques, qui sont particulièrement impactés dans l'intimité. Qu'il y a une urgence à faire beaucoup mieux informer, sensibiliser, et ce qu'on souhaite aussi à travers ces webinaires et ces replays et toutes ces informations sur nos réseaux, c'est que les patientes, en fait, elles aient les infos au bon moment. Ce que décrivait Caroline aussi, c'est qu'il y a des choses à faire pour éviter que ça cicatrise mal ou que ça adhère et qu'après, ça soit encore plus compliqué. Donc, en fait, il y a aussi ces messages qu'on doit avoir pendant les traitements, et à notre niveau, c'est extrêmement important de sensibiliser, de briser les tabous, qu'on puisse en parler, mais qu'on ait aussi, et c'est ce soir ce qu'on espère à travers ces différentes interactions, qu'on ait aussi une information sur les moments clés où il faut consulter ou faire quelque chose. Voilà. Donc, merci déjà beaucoup pour tout ça. Et donc, Colette, tu nous diras qu'il y a une publication qui se prépare. Ah oui, tout à fait. Nous y travaillons, et pour nous, c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, si je fais ma thèse, alors que là, aujourd'hui, j'ai 62 ans, je suis pas toute jeune, ça vous prouve mon niveau de motivation, parce que c'est juste scandaleux, ce qui se passe. Voilà. Je peux rajouter une petite chose. Allez-y. C'est qu'en fait, dans les soins de support maintenant, les recommandations sont de commencer à évoquer ces problèmes de sexualité dès l'annonce du cancer. Et à chaque étape, normalement, les professionnels de santé devraient intervenir, annoncer, prévenir et accompagner. Et comme le disait très justement Caroline, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est vrai qu'en tant que kiné, nous, comme on est vraiment sur de longs temps avec les patientes, on a ce temps disponible
pour bien en parler avec les patientes. Mais on y reviendra tout à l'heure. Eh ben merci, tout ça fait une très belle transition pour le docteur Marchand qui va nous expliquer justement à quel moment dans le parcours on doit consulter. Alors a priori on doit en parler dès le début de la prise en charge. Donc je vais vous laisser présenter vos slides et puis nous donner des solutions. Alors il y a un message qui est passé, mais je ne sais pas avec le fil du chat. Cette très belle enquête est déclinée dans toutes les communautés de patients réseau, c'est-à-dire sur le colorectal, sur le poumon, sur le gynéco et sur le sein. Et donc, au cours des mois dédiés, bien évidemment, on reviendra sur des enquêtes spécifiques, mais c'est important aussi d'en parler parce que c'est une problématique qui est présente, quel que soit le cancer. Voilà. Donc, Madame Marchand, je vous mets vos slides. Oui, volontiers. Donc voilà, donc la vie intime et la sexualité, donc voilà, les conseils, les accompagnements spécifiques pour les femmes qui ont été touchées par un cancer gynécologique. Alors bon, mais qui je suis déjà, je me présente donc Fabienne Marchand-Lamiraud. En fait, je suis chirurgien gynécologue et en accompagnant mes patientes justement dans les différents cancers gynécologiques, même mammaires, je me suis rendu compte de cette grand écueil de l'absence de prise en charge de toutes les pathologies post-cancer ou liées au cancer ou liées au traitement. Et sachant que des nouvelles techniques étaient mises en place depuis les années 2015, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la gynécologie réparatrice et fonctionnelle, et maintenant j'en ai fait vraiment ma spécialité depuis 2019, et donc j'essaie de prendre à bras le corps un petit peu toute cette prise en charge post-cancer. Voilà. Alors, Madame Marchand, vous avez la main sur les slides. Hein. Ah, je ne savais pas. J'essaierai alors. Mais excusez-moi. Alors, du coup, les traitements des cancers gynécologiques, on voit bien, c'est beaucoup de chimiothérapie, c'est de la radiothérapie, et dans les cancers du col utérin, on a de la curithérapie. Eh bien, ces traitements, en détruisant la muqueuse, en détruisant les hormones féminines, induisent une sécheresse vaginale qui va impacter vraiment la vie intime. En effet, la chimiothérapie va atteindre les ovaires, la radiothérapie également, et en atteignant les ovaires, eh bien, les ovaires ne fabriquent plus l'hormone féminine qui est les estrogènes, qui est notre hormone féminine. Donc, de ce fait, on se retrouve en carence hormonale, comme si on était atteinte d'une ménopause, et les femmes qui sont déjà ménopausées, eh bien, elles vont en plus subir les complications de la radiothérapie qui vont encore plus dessécher leur muqueuse vaginale. Alors, on a la radiothérapie pelvienne, cancer de l'utérus, de l'ovaire. J'y ai quand même rajouté le rectum et l'anus parce que c'est quand même fréquent dans ma consultation, même si c'est pas le thème d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, ce que nous a évoqué Caroline, la curithérapie vaginale, dans le cadre des cancers du col utérin qui concernent essentiellement des femmes jeunes. Et là, c'est autre chose puisque on irradie complètement le vagin. Donc là, c'est un vagin irradié et non pas un simple vagin avec une sécheresse, ce qui complique beaucoup la prise en charge du fait que c'est un vagin irradié et qu'il s'agit de femmes jeunes. Alors, donc, il faut faire un distinguo entre la sécheresse et l'atrophie parce que la sécheresse, au début, bien, c'est une perte de l'hydratation de la muqueuse vaginale. Donc, on a quoi comme signe? Et c'est à partir de ces signes qu'il faut commencer à interpeller le professionnel de santé. Alors, au début, on a une gêne, on a un inconfort, on commence à avoir des irritations, des brûlures. Les femmes se plaignent, j'ai des infections, je suis à peine guérie d'une infection, j'en ai une autre. C'est les infections urinaires. C'est le début des rapports douloureux. On peut encore avoir des douleurs, mais on a une infection vaginale ou une infection urinaire après le rapport, plus le rapport devient douloureux. Et puis, quand la sécheresse, c'est-à-dire l'absence d'hydratation, c'est-à-dire comme un tissu sec, eh bien, progressivement, la muqueuse du vagin et de la vulve vont en plus s'atrophier, c'est-à-dire que non seulement elles vont être sèches, mais elles vont devenir de plus en plus minces. Donc, devenant de plus en plus mince, eh bien, elle va devenir beaucoup plus douloureuse, cette muqueuse. Elle va finir par saigner très facilement dès qu'on y touche. Et les patientes me disent, mais j'ai des rapports, c'est douloureux, ça me brûle, et en plus, à la fin du rapport, eh bien, je saigne et j'ai même des petites plaies à l'entrée du vagin, ce qu'on appelle des fissurations. C'est un tissu qui craque. De ce fait, les rapports sexuels sont de plus en plus douloureux.
Et puis progressivement, évidemment, un rapport douloureux fait que on n'a plus de libido, on n'a plus envie, on a peur, les fissurations vont mettre 3-4 jours pour cicatriser. Donc si en plus on a une infection urinaire après chaque rapport, vous devinez bien que la libido devient de moins en moins nette, et puis on n'a plus envie d'avoir de rapport. Le conjoint commence à avoir aussi une baisse de la libido, parce que voyons qu'il est responsable de la souffrance de sa femme. Enfin, vous voyez, donc on commence à rentrer dans un mal-être de culpabilité, d'inconfort dans le couple. Et là, il faut vraiment, dès le stade de la sécheresse et encore plus au stade de l'atrophie, en parler à un professionnel de la santé, parce qu'on peut traiter ça avant que ça s'aggrave. Alors là, c'est ce que je viens de dire, la femme n'a plus de plaisir car les rapports sont douloureux, donc diminution du désir. S'il n'y a pas de plaisir, on n'a pas de désir. Donc il faut tout faire pour remettre le plaisir dans la sexualité, et puis plus de désir, donc pas de libido. La femme se sent coupable car elle se dit si mon conjoint avait une autre épouse, évidemment il aurait des rapports sexuels, il est dans la demande. Donc la crainte, c'est qu'un jour que le conjoint parte et que ça crée des problèmes de couple. Et quand je dis problèmes de couple, ça peut être des problèmes sociaux, parce que quand on est une femme jeune, on peut finir par se retrouver seule avec des enfants en bas âge. Donc là, comme le disait justement Caroline, c'est vraiment la double peine, parce que non seulement on a un cancer, mais on a un peu perdu non seulement sa sexualité, mais sa vie de couple, et on se retrouve seul avec des enfants. Et quand on a perdu une sexualité avec son propre conjoint, on imagine bien qu'on ne voit pas comment on va reconstruire une sexualité avec un inconnu, avec une autre personne. Donc on a une impression, ce que me disait Badin, et que ma vie sexuelle est complètement terminée, je me sens asexuée, c'est des termes, je me sens handicapée, je me sens asexuée. Donc c'est vraiment un gros problème. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a peu de réponses à la demande. Pourquoi? Ça reste un sujet tabou parce que ça touche l'intime, ça touche la sexualité. Et même à notre époque, je pense que la sexualité féminine est encore plus taboue, même maintenant, que la sexualité masculine. Donc vraiment, il faut qu'on en parle, il faut oser demander aux professionnels de santé, mais je sais que les professionnels de santé, comme on l'a bien vu dans l'enquête de Colette, ils ne sont pas toujours là pour répondre, soit par gêne, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce que je pense aussi pour les cancérologues qui sont pourtant en première loge, ils ont tellement de priorités à traiter pour la prise en charge du cancer. Leur objectif, c'est de guérir un patient, que tout ça peut poser des problèmes. Néanmoins, il est urgent que tout le monde soit informé, qu'on a maintenant vraiment des techniques innovantes et efficaces et qui, malheureusement, ne sont pas encore suffisamment développées. Alors, on a ces dernières techniques, on a l'acide hyaluronique génital qui s'appelle le Désirial, qui pourtant a été mis en place par un laboratoire français. Donc on a à l'échelon mondial, c'est le produit de référence dans l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique génital, le Désirial. On a eu l'arrivée du laser vaginal qui est venu d'Italie. Et puis surtout la petite dernière qui est arrivée depuis 2018 en Europe et en France, qui est la radiofréquence vulvo-vaginale. On a depuis 2020-21, donc qui est sorti à peu près pendant le Covid, c'est la photobiomodulation vaginale. Et puis on a d'autres techniques de l'injection de PRP, de l'hypofilling, mais surtout, on voit que les laboratoires ont pris conscience de ce problème, peut-être plus vite que les médecins, car là, depuis 2 ans, on voit beaucoup de techniques qui se développent pour améliorer la médecine intime post-cancer. Des ondes de choc. Mais là, tout ça, on n'a pas encore du recul. De l'oxygénothérapie, de la carboxythérapie, le jet plasma. On développe beaucoup de techniques, ce qui veut dire quand même que c'est un sujet qui commence à prendre de l'ampleur, et tant mieux. L'acide hyaluronique, c'est quelque chose qu'on connaît bien et beaucoup de femmes le connaissent puisque c'est un produit qu'on injecte en médecine esthétique pour combler les rides. Alors quand on voit le million de femmes qui sont injectées probablement par jour dans le monde entier d'acide hyaluronique, on sait que c'est une molécule qui est fiable quand elle est faite par un bon laboratoire. Et la grande innovation du laboratoire Vivesci, c'est d'avoir pensé qu'on pourrait peut-être l'adapter à la sphère génitale, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec la même molécule d'acide hyaluronique, mais elle a été adaptée à la possibilité d'être injectée dans un contexte de vagin, c'est-à-dire très acide, et de ne pas être détruit par cette acidité. Évidemment, on ne peut pas injecter le même acide hyaluronique dans un visage que dans le vagin. Et donc, c'est vraiment spécifique de la sphère génitale. Vous savez qu'en France, c'est très compliqué, même en Europe, d'obtenir l'AMM. Et donc, ça prouve la qualité du produit. Et donc, c'est pour ça que ça a pu être mis sur le marché depuis
48 ans à peu près. Qu'est-ce que c'est que l'acide hyaluronique? C'est une molécule qui absorbe les molécules d'eau. Donc on dit qu'elle a un haut pouvoir d'hydratation. Je la compare à une molécule qui est remplie de petites alvéoles. Et en fait, une fois qu'on a mis en place le produit, pendant une semaine, il faut essayer de boire pas mal d'eau, si vous voulez, d'eau, de tisane, de thé, etc., de liquide. Et parce que les petites alvéoles de la molécule vont emprisonner ces molécules d'eau. Et au bout d'une semaine, il va se passer une fibrose, et donc les molécules d'eau qui ont été mises dans cette molécule, absorbées par la molécule, vont être capturées, et la molécule se déshydrate à peu près au bout d'1 an. Donc, c'est-à-dire quand on fait l'injection, eh bien, on va avoir une tranquillité pendant 1 an, puisque à l'endroit où on aura mis le produit, on va avoir ce que j'appelle un tapis d'eau. Donc on l'injecte où? On peut voir sur les petits dessins, c'est une indication lorsqu'on a une grande souffrance dès l'entrée, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous, sur le terme médical, la dyspareunie, qui veut dire difficulté de pénétration du rapport, donc vraiment à l'introduction. Donc quand une patiente dit je ne peux même pas m'approcher, ce n'est pas la même chose qu'une patiente qui va vous dire la pénétration avec du gel et tout ça passe, mais c'est à l'intérieur que ça me brûle. Là c'est vraiment dès l'entrée, on a une douleur. Donc du coup, c'est une très bonne indication de cette injection. Donc, quand on voit que l'injection va se faire sous anesthésie locale, on commence par d'appliquer un gel anesthésiant, puis ensuite une demi-heure avant, puis après on fait une injection d'anesthésiant locale, parce qu'il faut surtout que la femme n'ait pas mal. On est dans une zone intime, donc déjà c'est un stress de se faire injecter dans cette zone. En plus, c'est une zone qui est devenue douloureuse, donc il faut vraiment faire une injection avec une très fine aiguille d'anesthésiant locale, et ce qui permet ensuite d'appliquer de manière totalement indolore le gel désirial. Puis ensuite, très souvent, au bout de 6 mois, donc l'amélioration, on l'a quasiment au bout de 7 jours, et au bout de 6 mois, souvent, on fait une nouvelle injection, et puis après, on fait une injection par an. Donc voilà, ça c'est le premier traitement. Et puis ensuite sont apparus plus tard les traitements physiques qui utilisent la chaleur pour stimuler et la régénérescence des tissus. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le laser qui est arrivé d'Italie, mais il faut savoir que le laser va dégager une chaleur à 60 degrés si on utilise de l'herbium, et en gynécologie on utilise surtout le CO2, c'est-à-dire pour pas dire son nom, le laser Mona Lisa qui reste la référence, mais il faut savoir que le laser CO2 libère une chaleur à 80 degrés, donc il faut quand même savoir que l'on va mettre 80 degrés dans un vagin. Pourquoi je vous le cite? Parce que c'est ce qui est beaucoup proposé, même encore actuellement, et tout de suite je vous dis, il faut surtout pas l'utiliser dans des radiothérapies, curithérapies, et beaucoup, même des médecins, ne savent pas que c'est une contre-indication, parce que aller chauffer à 80 degrés un vagin qui a déjà été irradié, eh bien en fait on va brûler un tissu irradié, et qu'est-ce qu'on va créer? Au lieu de créer une régénérescence des tissus, on va créer une fibrose, et qui dit fibrose, ça veut dire vagin rigide et perte de sensibilité. Et d'où le grand intérêt qui est apparu dans le traitement, dans les post-cancer gynécologiques qui ont eu une radiothérapie, eh bien c'est la radiofréquence. La radiofréquence qui en plus est à la fois vaginale, mais qu'on peut utiliser sur la vulve et même la région clitoridienne. La radiofréquence, qu'est-ce que c'est? On va en parler après, je crois que je l'ai sur la dia suivante. Non, je l'avais pas là. Donc là, la radiofréquence, eh bien, c'est une émission d'ondes électromagnétiques. Donc, c'est des choses complètement naturelles. Il y en a partout, mais elles sont de manière concentrée. Et en fait, elles vont obliger la cellule à se régénérer, parce qu'une cellule desséchée, qui n'a plus d'hydratation, parce que je vous rappelle qu'une cellule, elle est à 90% constituée d'eau, donc quand elle est déshydratée, elle n'arrive plus à se régénérer. Eh bien, la radiofréquence stimule la muqueuse pour qu'elle se régénère. Et comme la température au niveau du vagin, on peut monter jusqu'à 45 degrés, au niveau de la vulve, on monte souvent à 42 degrés, donc vous voyez, c'est de la chaleur que l'on ressent, mais qui est douce et totalement tolérable. Et donc, la radiofréquence, pour moi, était une véritable révolution, parce qu'on peut traiter et le vagin, et la région vulvaire, et le clitoris, et on pratique en règle générale 3 séances à 1 mois d'intervalle, en sachant qu'une séance dure 20 minutes, et on fait uniquement une séance d'entretien annuelle. Et pour moi, c'est une vraie révolution, mais
beaucoup de médecins, gynécologues, cancérologues se sont déjà équipés d'un laser vaginal et donc du coup ils ne s'équipent pas de la radiofréquence alors que pour moi il est urgent que l'on passe à la radiofréquence. Dans les pays anglo-saxons tels que les États-Unis et le Canada qui avaient 5 ans d'avance sur nous, ils viennent de supprimer le laser dans l'indication post-cancer et maintenant c'est uniquement la radiofréquence qui est utilisée puisque on ne peut pas brûler, on ne fait que régénérer des tissus. Je vais vous montrer un petit peu une séance. Je ne sais pas si on peut mettre en route la vidéo. Ah ben voilà. Donc vous voyez, on utilise des sondes. Donc voilà, on a ce qu'on appelle une sonde vaginale. Donc vous voyez qu'il y a différentes tailles parce qu'évidemment quand on a une curithérapie, voilà. Et ça c'est la sonde pour la vulve. Vous voyez, c'est arrondi, elle est toute douce. La procédure, vous voyez, on va introduire la sonde vaginale, celle avec la taille qui correspond. Surtout quand on a une curithérapie, ce qu'avait bien dit Caroline, c'est qu'on peut avoir un rétrécissement de la cavité vaginale. Et vous voyez, on rentre la sonde vaginale à l'intérieur du vagin. Et vous voyez, l'onde bleue, c'est l'émission d'ondes électromagnétiques. Et on déplace à peu près sur une dizaine de fois, du haut vers le bas, la sonde au niveau du vagin. Et vous voyez, on voit la muqueuse, ça c'est des coupes dites histologiques, et on voit que, vous voyez, que la muqueuse voilà. Vous voyez, on voit très très bien la régénération des tissus après les 3 séances, et on retrouve une tension de la muqueuse. Et donc on voit au niveau du col toute la régénération, tout reprend. Dans l'atrophie, on n'a presque plus de vaisseaux, c'est tout blanc, et là on retrouve une couleur rosée. Et au niveau de la vulve, ça c'est très important parce que le laser, vu la chaleur qu'il dégage, on ne peut pas le faire sur la vulve. Vous voyez, on passe tout simplement avec du gel d'échographie, on passe la sonde et on la met vous voyez, au niveau de la vulve et on peut faire toute la région. Donc vous voyez, c'est un traitement qui est vraiment soft et qui permet à toutes les femmes de pouvoir obtenir une régénération des muqueuses grâce à la radiofréquence, qui est pour moi une véritable avancée dans les traitements. Alors ensuite, je ne sais pas si j'ai la main, donc je vous ai dit la photobiomodulation. Alors là, c'est pareil, c'est encore une technique. La radiofréquence vient de la médecine esthétique, le laser aussi, adapté à la sphère gynécologique. Et la photobiomodulation, eh bien, on a eu des premières sondes pour le vagin de photobiomodulation, mais ce sont les Russes qui ont fabriqué ça dans les premiers, mais dont les résultats n'étaient pas probants. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir Monsieur Bénichou, qui est français, et qui, pendant le Covid, m'avait interpellé pour essayer de faire une sonde vaginale qui pourrait bien fonctionner. Et voilà, donc tous les deux, on a essayé de travailler, et il a fabriqué ce prototype qui est la sonde vaginale, vous voyez, qu'on voit ici, avec 3 sondes qui vont envoyer des LED rouges, infrarouges ou bleus. Les panneaux ici aussi envoient, donc on peut traiter toute la vulve, on se met en position allongée avec un coussin sous les fesses et en position dite de grenouille, et on met ce panneau et ça traite complètement la vulve. Là, ce sont des sondes qui vont rentrer à l'intérieur du vagin, mais c'est des toutes petites sondes. Et on va envoyer de la lumière rouge. Et qu'est-ce que fait la lumière rouge? Eh bien, elle va apporter de l'énergie pour que les muqueuses se régénèrent de manière superficielle. L'infrarouge va faire la même chose, mais plus en profondeur. Et puis, on peut utiliser, si on a besoin, de la lumière bleue la lumière bleue a une action à la fois antimycosique, antibactérie, voire même antivirale. Et donc, lorsque les femmes ont des infections urinaires à répétition ou vaginales à répétition à cause de la sécheresse, eh bien, on va utiliser les 3 sondes. Chaque sonde mise dans le vagin, le temps dure 3 minutes. Donc, soit il n'y a pas du tout d'infection vaginale, eh bien, on a 3 minutes, ça fait 6 minutes la séance. Et si on rajoute la bleue, 9 minutes. Et il faut faire 4, voire 6 séances à raison de 1 à 2 par semaine. Donc, vous voyez, ce sont des traitements là aussi qui sont complètement indolores, sans effet secondaire et qui peuvent ne porter que des résultats. Donc moi, globalement, j'associe et la radiofréquence et la photobiomodulation. La radiofréquence oblige la cellule à se régénérer et la photobiomodulation apporte l'énergie à la cellule pour qu'elle puisse se régénérer. En conclusion, vous voyez, depuis peu de temps, nous avons vraiment des traitements qui permettent de répondre à cette souffrance de la vie intime et sexuelle d'une femme et d'un couple. Il ne faut plus subir cette sécheresse et c'est parce que ça concerne beaucoup de femmes qui ont été traitées pour un cancer gynécologique. Le sujet, on l'a dit, est tabou, mais surtout ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes et de couples ne savent pas qu'il existe une solution simple. Et pour ça, je pense que le rôle des sages-femmes, des kinés, des médecins, des gynécologues, des
des cancérologues et bien sûr des médias. On en a vraiment besoin pour informer nos patientes. Ce sont des techniques médicales qui sont récemment proposées, donc qui permettraient à de nombreuses femmes d'être traitées. Et puis je rappelle que les rapports sexuels réguliers jouent un rôle, parce que moins on a de rapports, plus ça s'aggrave. Et c'est pour ça que moi je me suis battue et que je me bats encore pour obtenir une prise en charge de ces traitements dans le cadre des soins de support. J'ai présenté ce dossier à l'Assemblée nationale il y a plus de 2 ans et demi et ça a été voté à l'unanimité et ça a été présenté au Sénat. Malheureusement, la réponse a été de dire comment ça, vous voulez qu'il y ait des traitements qui améliorent la sexualité des femmes soient pris en charge par la sécurité sociale. Ben là, c'est pas possible, c'est non. Du coup, comme il y a eu le nouveau mandat de M. Macron avec un changement de sénateur, cette fois j'ai choisi moi-même ma sénatrice et j'ai eu cette chance de rencontrer Catherine Desroches qui est cancérologue, un médecin et 20 ans de Sénat. Je lui ai exposé le problème, elle m'a dit oui mais vous avez présenté ça pour toutes les femmes et je pense que c'est ça qui a posé problème au Sénat. Donc si vous voulez, je reprends votre dossier en main et je vais le présenter uniquement dans le cadre du cancer. Et donc j'ai eu cette chance que Mme Desroches le présente au Sénat le 22 novembre 2022 et que cette fois, dans le cadre du cancer, le vote a été à l'unanimité et le ministre de l'époque, M. François Braun, a donc accepté que ce dossier soit à l'étude au sein de son ministère. Et moi, j'ai beaucoup insisté pour préciser aussi que les hommes qui sont atteints d'un cancer de la prostate, eh bien, lorsqu'ils n'ont plus d'érection, le Viagra, bien sûr, n'est pas remboursé, mais les injections péniennes sont remboursées dans le cadre du cancer. Donc je ne comprends pas pourquoi chez les femmes qui ne peuvent plus avoir de sexualité à cause d'un cancer, il n'y ait donc pas de prise en charge. Fort de tout ça, j'ai rien entendu parler depuis le 22 novembre et c'est fin mai que j'ai reçu une convocation pour aller au Sénat pour exposer le problème. Donc j'ai été entendue le 10 juin 2023 et on m'a promis une réponse avant la fin de 2023. Donc juillet, août, je m'attendais à rien évidemment, mais là, septembre, octobre, novembre, décembre, j'espère pouvoir vous annoncer prochainement qu'il y aurait une prise en charge dans le cadre des soins de support de la sécheresse vaginale pour améliorer la sexualité des femmes post-cancer. Et là, je pense que ce serait quand même vraiment une très grande avancée. Et je pense que cette prise en charge apporterait bien sûr une réponse financière, parce qu'actuellement, les femmes sont obligées de payer leurs séances. Mais je pense qu'aussi, j'espère aussi que ce serait une reconnaissance dans le monde médical et au niveau des professionnels de santé de l'efficacité de ces traitements et la reconnaissance des problèmes de la sexualité des femmes atteintes d'un cancer et traitées pour un cancer. Merci beaucoup, docteur. Alors vraiment, c'était absolument passionnant, plein de solutions nouvelles et d'informations très précises et enthousiasmantes, parce qu'effectivement, plein d'espoir pour les patients. Alors, alors en tant qu'association, on est complètement conscient de cette problématique de coût et d'accès. Donc, si besoin, on sera. Moi, je connais bien aussi Catherine Desroches, mais elle vient de partir à la retraite. Donc voilà. Mais en tout cas, on sera ravis. Elles sont toutes départ ce soir, oui. Voilà. Du coup, en tout cas, on sera ravis de soutenir cette démarche avec d'autres associations qui sont très conscientes de cette problématique et de cette inéquité entre les hommes et les femmes dans la prise en charge de l'impact du cancer. Néanmoins, est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui une idée de l'ordre de grandeur des coûts en fait de ces différentes techniques pour les patientes qui seraient quand même intéressées d'y réfléchir et également est-ce qu'il y a des essais cliniques ou un endroit où on pourrait accéder peut-être dans le cadre d'études à ces techniques qui restent récentes comme vous le disiez ou peut-être que il y a un moyen comme ça de découvrir les techniques à travers on va dire une démarche plus scientifique. Tout à fait. Donc le tarif, en fait, évidemment, dépend des régions. La région parisienne et la région PACA donnent des tarifs un peu plus élevés. Lorsqu'on a, ce que j'ai dit, vraiment une sécheresse dite à l'entrée uniquement du vagin, eh bien, l'injection de désirial est là vraiment. Et donc, globalement, il faut compter à peu près 300 € l'injection. Donc, une injection, alors, la première année, parfois, on est obligé de refaire une deuxième injection, mais honnêtement, après, c'est une injection annuelle. Et après, la reprise des rapports fait qu'on entretient aussi. La molécule elle-même, c'est comme pour les injections du visage. C'est des produits qui ne se dégradent pas avant 1 an, voire même 18 mois. Certaines personnes ont des dégradations plus rapides, d'autres au contraire plus longues. Moi, j'ai des patientes, au bout de 2 ans, elles ont toujours le désirial en place. Donc, vous voyez, voilà. Donc, c'est à peu près compter 300 € annuels.
Les séances de radiofréquence comme les séances de laser, bien c'est plutôt 300 € la séance et il faut 3 séances. Donc si vous voulez, moi je suis un petit peu moins chère dans ma région, mais même si on est de l'ordre de 250 € la séance, même moi si je fais un packaging à moins de 700 € pour les 3, vous voyez, on reste quand même dans des tarifs qui sont pas toujours abordables pour tout le monde. Après, la séance d'entretien, il y en a une par an, et c'est pour ça quand on m'a demandé un ordre d'idée dans les soins de support, j'ai demandé qu'il soit pris en charge une somme de 500 € par an par femme atteinte d'un cancer et qui en a besoin, en me disant que ça nous ferait une bonne répartition. Ça serait pas par personne, après ça serait redistribué, mais ça donnerait une idée du prix. Par ailleurs, j'en profite, mais je veux pas trop déborder sur mon temps, mais j'ai fait aussi, j'en avais un petit peu marre de tout ça, donc j'ai fait aussi des demandes auprès des mutuelles. Alors les mutuelles, on a tout le temps un rejet, c'est de la médecine esthétique, acide hyaluronique, radiofréquence, lumière, donc des patientes ont envoyé des mots en disant mais attendez, est-ce que vous croyez que je me promène le vagin à l'air et la vulve à l'air, enfin comment vous pouvez oser dire que c'est esthétique? Et après les mutuelles maintenant se réfugient, c'est pas pris en charge par la Sécu, donc on ne paye pas. Donc j'ai décidé d'envoyer maintenant systématiquement une lettre à la sécurité sociale en demandant une ouverture de commission pour une prise en charge exceptionnelle. Et alors là, ce que je n'ai pas fait au début, je pensais que les mutuelles allaient m'aider, et bien là j'ai de la surprise depuis 2 ans. Ça marche pas à tous les coups, mais j'ai quand même plusieurs patientes qui ont réussi à obtenir par la commission une prise en charge. Et alors là, c'est d'emblée, pour par exemple la radiofréquence, un budget de 700 €, vous voyez. Donc j'ai quand même ici en Loire-Atlantique, dans la région d'Angers, parce que moi évidemment j'ai patientes qui me trouvent sur internet, qui viennent de partout, de Nevers, de Périgord, de Cherbourg. Quand on est, enfin, je pense que Caroline peut comprendre, mais quand on est dans la détresse, si on trouve quelqu'un, on dit je m'en moque, je vais faire des kilomètres, mais je n'en peux plus, quoi. Enfin, moi je récupère beaucoup de détresse. Eh bien, c'est vrai que quand on obtient cette prise en charge, je peux vous dire, c'est vraiment pour moi, c'est un succès à chaque fois. Donc, mais ça reste assez limitrophe à ma région, Morbihan, la Vendée, jusqu'à La Rochelle, quoi. Mais je me dis, voilà, dans les autres départements, plus on va insister. Mais enfin bon, j'attends beaucoup. Alors évidemment, nous avons des études scientifiques pour étayer tout ça. D'ailleurs, sinon la Sécurité sociale m'a demandé évidemment. Alors le laboratoire Vivaci en a plein en ce qui concerne le désirial. La radiofréquence, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Mais là, on a eu beaucoup de premières machines avec des études qui étaient moins scientifiques peut-être. Mais là, la petite dernière que je viens d'avoir, c'est la machine qui vient d'un laboratoire BTL très connu aux États-Unis. Et donc du coup, alors là, on a des études scientifiques. Et voilà, j'ai eu la primeur il y a 15 jours. Elle va être mise sur le marché. Donc là aussi, on va pouvoir étayer vraiment sur le plan scientifique. Quant à la photobiomodulation, les dermatologues l'utilisent depuis très très longtemps. Puisqu'on traite les psoriasis, les eczémas, énormément de maladies de peau, donc ça, on n'a aucun problème là-dessus. La seule chose que l'on a faite en 2020 avec Monsieur Bénichou, c'est de l'adapter à la sphère vaginale uniquement. Donc finalement, là, c'est pareil, on a zéro effet secondaire, aucune complication, zéro risque. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour vos batailles. On voit que ça commence à porter ses fruits et puis on croise les doigts pour la suite, pour le retour du Sénat. Donc, bravo. Mais alors, justement, vous avez des patientes qui viennent du Périgord, de partout. Nous, on a quand même des gens qui nous suivent, qui sont sur toute la France. Donc, où trouver justement, où avoir accès à toutes ces solutions innovantes, à qui doivent-elles s'adresser? Est-ce qu'il y a un réseau particulier? Voilà, pour pas tomber dans les mains de n'importe qui, avec des gens informés, diplômés, etc. Alors c'est ça qui est un petit peu plus compliqué, mais là, parce que j'arrive pas non plus à être partout, mais je forme énormément de médecins, je fais beaucoup de conférences, mais c'est vrai que je vois bien que je forme des médecins à Paris, à Lyon beaucoup, à Bordeaux beaucoup, je vais à Nice, je vais à Marseille. Dans ma région, c'est le gros vide. C'est vraiment choquant pour moi, mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc après, moi, je viens de monter une association, la Greffe, mais qui est uniquement pour les professionnels de santé. Donc par ce biais-là aussi, je vais recenser toutes les personnes que j'ai formées, qui se sont équipées, et j'espère que on va bientôt pouvoir un petit peu apporter davantage de renseignements. Voilà. Mais sinon, ça reste les réseaux sociaux, Internet. Pour le moment, les femmes sont obligées de se débrouiller un petit peu seules.
Et moi, j'avais une dernière question. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des situations dans lesquelles ces solutions ne peuvent pas être utilisées ou... Alors, il y a l'acide hyaluronique, mais il ne rentre pas dans le cadre des cancers, mais on peut être associé à une maladie auto-immune locale. Et donc, c'est essentiellement le lichen scléro-atrophique. Moi, j'essaie avec le laboratoire d'essayer de faire lever cette contre-indication, parce que c'en est pas une, c'est qu'au pire, par cette maladie auto-immune, eh bien, on va créer des anticorps rapidement sur la molécule et peut-être la détruire plus rapidement. Mais moi, il y a des fois certaines patients, je leur dis, bon, on va éviter de faire un prélèvement pour avoir le diagnostic parce que ça va m'empêcher du coup, si j'ai une preuve histologique, de vous injecter, et j'ai vraiment traité des patients parce que j'avais rien d'autre à leur proposer. Donc voilà, la contre-indication, c'est probablement le lichen scléro-atrophique, qu'on peut avoir aussi avec un cancer. En termes de radiofréquence, il n'y en a pas de contre-indication. Il faut pas être porteur, il y a des contre-indications, pas être porteur d'un pacemaker parce que ça pourrait, par les ondes électromagnétiques, entraîner des troubles du rythme cardiaque pendant la séance, donc c'est pas du tout l'objectif. Mais globalement, des infections vaginales, mais c'est temporaire. Si vous avez une poussée d'herpès en même temps, etc., c'est pas le moment d'aller régénérer tous les tissus. Voilà, quant à la photobiomodulation, elle, je sais pas où il y a une contre-indication. On l'adapte partout et elle est excessivement efficace. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, Caroline l'a bien dit dans son expérience, avoir la chance de rencontrer un kiné spécialisé qui peut aider les patientes, c'est aussi une vraie solution. Donc, on va passer la parole donc à Jean Bourdin, qui est spécialiste de ces questions et notamment de la kiné dans la zone pelvis-périnée. Donc, merci beaucoup, Monsieur Bourdin, d'être là et donc on va vous mettre vos slides. On vous laisse vous présenter. Merci pour votre compréhension sur le léger retard dans le timing, mais c'est trop passionnant. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité et permis de participer à cet événement, parce que ça me permet de partager un sujet qui me tient particulièrement au cœur depuis de nombreuses années. C'est d'aider les patientes à entretenir ou à retrouver une vie intime et une vie sexuelle, que ce soit dans des pathologies, dans des situations de vie, au moment de la grossesse, de la puberté, de la grossesse, de la ménopause, et dans les pathologies, et notamment les pathologies cancéreuses. Alors, je crois qu'il faut que je vous dise next pour les prochaines. Donc, je vous laisse passer. Voilà. Donc, moi, je suis kinésithérapeute. Je suis kinésithérapeute et sexologue. Et c'est vrai que je fais de l'enseignement depuis 14 ans et je forme des kinés, justement, en sexologie, de façon à, on va le détailler tout à l'heure, mais à permettre d'ouvrir une porte sur l'évocation de la sexualité et des troubles sexuels et de les accompagner pour nos patientes. Alors, dans le cadre d'une rééducation périnéale, suite de cancer du sein, on prend en charge un certain nombre de phénomènes que sont de prévenir ou combattre les limitations articulaires, l'amélioration de la posture, lutter contre les attitudes de protection du poing, d'améliorer les qualités mécaniques et esthétiques des cicatrices et des tissus, de récupérer les gestes de la vie quotidienne, de prévenir, drainer, contenir les lymphodèmes, de prévenir et lutter contre les douleurs, d'aider à la détente et à la relaxation musculaire, de lutter contre la fatigue et des conditionnements à l'effort, de réadapter à l'effort et de réapprendre l'activité physique, et enfin d'aider à la réappropriation du corps avec ou sans reconstruction. Mais avec un point extrêmement important, concernant les douleurs. Sachant que ces douleurs, elles peuvent être cicatricielles au niveau du sein, de l'abdomen, au niveau du dos. Elles peuvent être internes, au niveau de bride, grand pectoral, grand dorsal, les capsulites rétractiles, les thromboses lymphatiques superficielles. Et comme on vient de le dire, ça peut être des douleurs sexuelles, donc des dyspareunies, qui souvent résultent d'une sécheresse vaginale, qui peut rendre la pénétration et les mouvements coïtaux, c'est-à-dire avec pénétration douloureux. Ça peut même empêcher toute relation sexuelle ou générer, on l'a vu, des lésions après les rapports avec pénétration. Et ça peut également provenir d'un manque d'excitation sexuelle qui va être induit par de l'anxiété, de l'angoisse, du stress ou de la fatigue. Next. Alors, non, avant s'il vous plaît. Voilà, merci. Hop, entre les deux. Voilà. Donc, classiquement, en rééducation, on utilise des techniques de base que sont le massage, les étirements, les mobilisations, bien sûr, tout un travail actif qui est fait au cabinet et avec des exercices qui sont donnés à nos patientes et intégrés dans la vie courante.
Mais on va également s'aider de certaines technologies, comme tous les appareils de massage mécanisés avec aspiration de la gamme LPG, et sur demande de l'oncologue, puisqu'il y a émission de courant électrique et stimulation, de la T-card-thérapie. Next. Pour juste en 2 mots pour la T-card-thérapie, donc là c'est aussi une sorte de radiofréquence, mais c'est un petit peu différente. On va donc avoir un transfert d'énergie entre qu'on appelle ça, un générateur de courant à haute fréquence et des électrodes capacitives et résistives, avec, pour avoir la meilleure réponse possible, une fréquence unique et stricte de 448 kHz, où on va améliorer la perméabilité membranaire, on augmente les échanges intra- et extracellulaires, on a une régénération tissulaire, on obtient une augmentation de la microcirculation, une résorption de l'œdème et une antalgie. Et donc, dans la sphère pelvienne, on va l'utiliser pour tout ce qui est douleur pelvienne aiguë ou chronique, les cicatrices, les vulvodynies, vestibulodynies, les vaginismes, les névralgies pudendales et dans l'amélioration de la trophicité vaginale. Mais là encore, toujours sur demande écrite de l'oncologue. Next. Comme vous le voyez ici, on peut l'utiliser soit avec des électrodes qui restent en externe et avec une plaque de retour derrière, donc on a un courant qui traverse tout le bassin, et on peut également l'utiliser avec des électrodes endocavitaires. Next. Alors, je vous ai mis ici trois sites où les patients peuvent retrouver des kinésithérapeutes qui sont spécialisés, qui ont été formés. Vous avez donc le réseau de cancer du sein, des kinésithérapeutes du sein, pardon. Vous avez le site de sereconstruirendouceur.com et sur l'annuaire de l'IPPP, qui est une école qui forme des professionnels en formation continue, qui recense les kinés qui sont formés en périnéologie et oncologie, et ce, quelle que soit leur formation, à partir du moment où sont des formations qui sont reconnues au niveau national. Next. Alors, pour nous, kinésithérapeutes, et ça, je pense que Caroline l'a vécu, ce qui est une très bonne chose, on a du fait de notre nombre de séances, de la périodicité, de la régularité des séances, du fait du contact également, qui est un contact verbal, mais aussi un contact cutané, puisque on va masser, on va mobiliser, on va entretenir, ainsi que de l'écoute, puisqu'on a le temps de discuter avec nos patientes et de les laisser s'exprimer. Eh bien, ça va créer un espace-temps qui va permettre l'information, l'écoute et l'accompagnement de nos patientes. C'est la création d'un sentiment de confiance et d'écoute, sans jugement, avec bienveillance, qui vont créer un climat qui sera propice aux confidences. Donc c'est à nous de le créer et d'initier un petit peu ces demandes. Avec une évocation de la problématique du cancer sur l'intimité et la sexualité, tous les troubles qui sont inhérents au traitement, le vécu avec le conjoint, s'il y en a un ou une, et les relations avec le conjoint. Et comme pour la douleur il y a 30 ans, l'atteinte de la santé sexuelle ne doit plus être le prix à payer du silence et de l'évitement. And next. Faire l'amour avec l'autre, eh ben, il est bien évident que ça passe déjà par aimer son corps, même avec les défauts qui sont plus difficiles à gérer après un cancer du sein, tant du fait de la réalité des cicatrices, des possibles prothèses, de la fatigue, de la sécheresse de la peau et des muqueuses, de l'alopexie, également les modifications de l'aspect du sein au niveau du volume, du galbe, du mamelon et de la sensibilité, avec une perte ou une modification, que de la symbolique de ce cancer, puisque le sein est un organe complexe au croisement de plusieurs fonctions, l'identité, la sexualité et la maternité. Et donc, l'atteinte de cet organe est fortement symbolique. Next. Concernant tout ce qui est cicatrice et thorax, eh bien, on va aider notre patiente à redécouvrir le contact qui souvent est impossible ou impensable. On voit très bien quand on a des patientes en début de traitement avec des cicatrices adhérentes et qu'on leur explique, qu'on va leur expliquer comment masser leurs cicatrices pour entretenir ce que l'on obtient en séance et permettre d'aller un petit peu plus vite dans les résultats. Souvent la réponse c'est de dire « mais je ne peux pas y toucher ». Eh bien, ça va être à nous de réussir à avoir un abord thérapeutique au niveau du contact, pour le masser, pour décoller les adhérences, pour les assouplir, pour progressivement que la patiente ait un contact qui ne soit plus thérapeutique, mais plus sensuel. Ça peut être de se laver à main nue, de se mettre de la crème. Et puis également, utiliser les regards, essayer que progressivement notre patiente arrive à affronter son regard
dans le miroir pour pouvoir affronter le regard de l'autre et le regard des autres. Next. Un point qui va être également primordial au sein du couple, ça va être la communication, mais une communication qui soit réelle et pas superficielle. Le ou la partenaire doit savoir que le corps de sa compagne ou de son compagnon peut changer, que son désir sexuel risque de diminuer ou que des douleurs peuvent apparaître lors des rapports sexuels. Ce partenaire est un allié extrêmement important dans la lutte contre le cancer, mais également pour la préservation de la qualité de vie et dont l'intimité et la sexualité font partie. Partager ses craintes, ses difficultés, ses appréhensions avec l'autre est essentiel. Eliane Marx nous dit « L'intimité et la complicité sont les préalables à toute rencontre amoureuse et ou sexuelle. Le toucher, le regard, le corps à corps et l'écoute permettent de conserver ce lien et cela participe au maintien ou à la reprise de la sexualité. » Next, s'il vous plaît. Donc, on va peut-être être amené certaines fois, parce que les femmes nous disent de ne pas savoir vraiment à quel moment, comment ouvrir le dialogue, comment en parler avec leur conjoint. Eh bien, on va leur donner des conseils sur choisir le lieu, c'est-à-dire un lieu où elles se sentent en intimité, où elles sont au calme pour pouvoir s'exprimer. Également, choisir le bon moment, surtout éviter l'effet cocotte-minute, c'est-à-dire que si elle veut s'exprimer et parler à l'autre au moment où vraiment elle n'en peut plus, il faut que ça sorte, eh bien malheureusement, ça risque de partir un peu en live parce que l'autre n'est pas forcément prêt à écouter, à entendre, ou simplement parce qu'il est dans d'autres préoccupations, va répondre, on va dire, à côté de la plaque pour la patiente. Donc, choisir le bon moment, ça veut dire de choisir un moment où il y a eu un partage de complicité, simplement par une promenade, par avoir fait une activité ensemble où le couple se sent bien, et surtout d'avoir le temps devant soi pour dialoguer, parce que ça doit permettre de laisser des blancs, de laisser les blancs se meubler, de laisser à l'autre la possibilité de réfléchir un petit peu avant de répondre. Donc, rien ne peut être fait dans la précipitation. Et puis, choisir les mots et la façon d'exprimer ce que l'on a à dire. Veiller à ne pas être blessant, à ne pas être autoritaire, ni accusateur, mais également ne pas tout attendre de l'autre. Next, s'il vous plaît. Également, lors des rapports sexuels, eh bien, il va falloir les adapter, privilégier donc l'intimité et la tendresse. Ça va être une exploration d'une intimité physique qui va être nouvelle, il faut se redécouvrir, plus douce, moins génitale. Également, apprivoiser le fait de se toucher en dehors des sentiers balisés, de la performance sexuelle et la possibilité de relations non coïtales, le but étant que les deux prennent du plaisir, qu'il y ait une satisfaction pour les deux, sans forcément chercher cette relation avec pénétration, qui de toute façon, certaines fois, est totalement impossible. Et puis, lors des relations sexuelles, il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour préparer l'environnement, avec de la relaxation, avec de la musique, et bien entendu, avec l'utilisation de façon généreuse de gel lubrifiant pour essayer de gommer, tant que faire se peut, les problèmes de sécheresse. En fait, on va essayer de tout mettre en œuvre pour redonner au couple confiance et sérénité après l'ébranlement qui a été provoqué par cette maladie. Et il faut savoir que pour se retrouver physiquement, la femme et ou son conjoint ont besoin d'encouragement. Donc, on va l'aider à redécouvrir également que son corps traumatisé, qu'il y a généré un certain nombre de souffrances, de douleurs, eh bien, peut aussi lui procurer du plaisir. Cette étape se fera par la recherche de l'acceptation du toucher et de la vue de la zone opérée, de la complicité, de la redécouverte de son corps comme ensemble sensible pouvant ressentir et donner du plaisir, le but étant d'une reprise d'une vie intime à deux. Next. Quelques petits rappels. Les femmes malades se soucient beaucoup, souvent de savoir d'abord comment leurs conjoints et leurs enfants vont supporter cette épreuve avant même de s'inquiéter pour elles-mêmes. Également, à l'inverse, eh bien, il faut rappeler aux partenaires de temps en temps de savoir quitter le rôle d'aide-soignant pour retrouver des sensations de complicité et de séduction, retrouver ce rôle d'amant. Également, pour nous, professionnels de santé, eh bien, il est important de rappeler que la stratégie nationale de la santé sexuelle qui a été élaborée par le ministère de la Santé
avec des objectifs allant de 2017, enfin calendrier de 2017 à 2030. Et un des objectifs, c'est que justement, en 2030, tous les professionnels de santé, mais pas que, puisqu'on parle aussi du monde éducatif et du monde juridique, aient reçu une formation en santé sexuelle. Également pour nous, toujours, ne pas oublier la loi Kouchner, qui nous dit que l'information concernant les impacts sur la santé sexuelle et la vie sexuelle et intime fait partie non seulement des devoirs et obligations des professionnels, au niveau déontologique et éthique, mais également c'est une obligation légale de tout professionnel de santé. And next. Et pour en finir, je vous donnerai ce témoignage d'Isabelle Guillaumarche, qui est une auteure du livre Combattante aux éditions Cherche Midi, qui a été auditionnée par le CNA dans le groupe d'études sur le cancer, et qui nous dit, en première intention, « Je me souviens de la dernière fois où j'ai fait l'amour avant la chirurgie. J'avais le sentiment que c'était la dernière fois. Et c'est très déroutant de se dire que c'est peut-être la dernière fois que l'on fait l'amour avec un corps intact. » Et puis, ce témoignage d'après, « Si je me souviens de la dernière fois que j'ai fait l'amour avant l'opération, je me rappelle tout aussi bien de la première fois après. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, mon corps me produisait du plaisir et je pouvais ressentir autre chose que de la douleur. » Merci de votre attention. Merci beaucoup pour ces slides et ces informations. Alors, si vous avez des questions spécifiques justement à la kiné, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet dédié. Et moi, je voulais vous poser une question par rapport, donc notamment à toutes ces traitements au niveau de la sphère gynéco, pour les cancers gynéco. Nous, dans le réseau, on sent que c'est quand même une maladie plus invisible parce qu'en fait la douleur elle est très j'allais dire à l'intérieur de l'intimité de la femme, elle n'est pas forcément avec des cicatrices extérieures. Alors ça va dépendre des chirurgies éventuelles, mais en tout cas c'est pas forcément le même rapport de visibilité. Et est-ce que du coup vous avez une approche est-ce que vous avez une approche spécifique ou des conseils particuliers par rapport à cette question-là? C'est une image, on va dire, du soi qui est pas forcément si visible pour le partenaire, par exemple. Pour autant, c'est bien son corps qui est bouleversé dans ses attentes par rapport à ces traitements en gynéco. Alors oui, on a des possibilités d'action. On retrouve un petit peu la même chose avec une pathologie qui commence à être de plus en plus connue, mais qui est malheureusement pas encore assez en avant sur la scène publique, que sont les vulvodynies et les vestibulodynies. C'est une pathologie où en fait il n'y a absolument rien de visible, mais qui génère des douleurs extrêmement importantes, pouvant même rendre impossible le port d'une culotte, le port d'un pantalon, la position allongée, assise, le frottement des jambes, etc. Donc oui, on a des moyens d'intervenir et c'est vrai que j'avoue, j'ai la chance de travailler avec l'unité David Elia de l'hôpital Foch qui est spécialisé en prise en charge de douleurs pelviennes et donc on travaille beaucoup en biophotomodulation et également avec la T-card-thérapie, alors celle que l'on fait nous de radiofréquence qui monte moins haut en intensité thermique. En fait, on détermine la thermie fonction de la cible que l'on souhaite atteindre. Juste en deux mots, si on veut calmer une douleur ou une inflammation, on va travailler en athermie. Si on veut avoir une augmentation de la microcirculation, on va travailler sur une thermie douce, etc. Donc on détermine en fait c'est la patiente qui par son ressenti de chaleur va nous permettre de régler l'appareil et de déterminer ce que l'on va faire. Et il est bien évident qu'on ne va pas se contenter simplement d'appliquer l'appareil, mais on va effectuer nous aussi soit des manœuvres que l'on fait nous manuellement, soit des contractions ou des demandes qui sont faites à la patiente pour mobiliser les tissus. Le but, c'est vraiment d'essayer de restaurer, en étant toujours indolore ou le plus possible infradouloureux, une bonne mobilité, une bonne souplesse au niveau de tous les tissus. En accompagnement toujours avec effectivement des produits à base d'acide hyaluronique, d'aloe vera, de probiotiques pour essayer d'améliorer la trophicité de la sphère génitale.
Merci beaucoup. Alors le temps file, on arrive un peu à la fin de cette soirée. On doit vous libérer pour vos dîners et finir les cartons pour Caroline. Et du coup, je voulais te proposer peut-être on pourrait faire un tour d'écran, on va dire, pour vous proposer de conclure, nous dire donc Caroline, toi si tu as un dernier message par rapport à tout ce qui est kiné, mais plus globalement sur cette soirée. Et après donc. Merci de m'avoir permis de témoigner et merci à tous, à toutes plutôt, à tous, j'ai oublié Monsieur Bourdin, pour ces super témoignages et vraiment justement quand on entend le témoignage donc du docteur Marchand et de Monsieur Bourdin, on se dit que le combat est loin d'être fini et bon rien n'est perdu et vraiment merci d'être là pour nous, pour la santé des femmes, pour toutes les patientes et voilà, mille merci et on lâche rien et on va s'intéresser grandement à votre combat, docteur, pour connaître la suite des événements et on croise les doigts. Voilà, merci beaucoup. Bien sûr, dès que j'ai une réponse, vous imaginez, je vais tellement sauter de joie. Donc, je pense que je vais essayer d'abord, de prévenir tout le monde, bien sûr toutes les associations, et j'espère que beaucoup de médias vont répondre à mon appel en leur disant, voilà, il y a une révolution qui vient d'arriver. Donc, voilà. Enfin, toujours est-il que, je pense qu'on est quand même de plus en plus nombreux conscients. Je vois, vous voyez, avec Monsieur Bourdin, tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il fait, les associations comme la vôtre, on voit quand même qu'on est loin d'être seuls, les patientes se sentent seules. Nous, les professionnels de santé, on se bat un peu et c'est grâce à des réunions comme celle-ci qu'on se dit mais non, allez, on continue, on n'est pas tout seul, allez, on lève le coude et on se glisse la main sous le coude et puis on y va, quoi. Mais moi, j'ai confiance, c'est long, c'est trop long, mais j'ai confiance, je pense qu'on va y arriver. Voilà. Et puis, éventuellement, Caroline, si jamais on peut récupérer votre témoignage, parce que j'ai beaucoup de mal dans les congrès de gynéco-obstétriciens, de chirurgiens gynéco, j'essaye de leur dire, mais il y a besoin. Donc, est-ce que vous accepteriez éventuellement, parce que j'ai trouvé votre témoignage d'aujourd'hui particulièrement bien, précis, un témoignage vraiment assez exceptionnel et qui reflète tellement ce que j'entends que je me dis pourquoi pas. Voilà. Avec grand plaisir. Moi, c'est mon nouveau combat avec je serais ravie de pouvoir apporter mon témoignage à tout moment, avec des grands plaisirs. Si ça peut interpeller quelqu'un, c'est peut-être mieux des fois que nous, entre nous professionnels, on se parle. Bon, des fois, moi, j'en ai entendu, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, la Fabienne? Enfin, vous voyez, c'était ça il y a 3-4 ans. Maintenant, ils m'écoutent, mais elle opérait et plein de cancers et tout, elle nous parle de quoi, là? Enfin. Et donc, c'est vrai qu'un témoignage, c'est vrai que tout de suite, ça a un impact peut-être un peu plus. Voilà, on se complète. Voilà. Pas de problème. Je suis là. C'est super. Non, franchement, là, je suis vraiment émue parce que, en fait, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce sont vraiment des espoirs, vraiment des espoirs pour beaucoup de femmes qui ignorent en fait tout cela, parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ignorent aussi. Donc, c'est une lueur d'espoir que Fabienne nous apporte, docteur Marchand nous apporte en fait. Avec toutes ces techniques, et puis la kiné également, et c'est vrai que ces deux-là mis bout à bout, ça ouvre beaucoup de perspectives, vraiment. Et puis Caroline, avoir une patiente qui incarne un peu tout cela, c'est juste fabuleux, quoi. Vraiment, tu es tout simplement génial, Caroline. Merci. C'est au mieux. Merci également. Je pense que l'espoir vient aussi des jeunes générations, parce que on le voit au niveau, donc comme je vous disais, ça fait 14 ans que je fais de l'enseignement sur des professionnels, et de plus en plus, les kinés jeunes diplômés n'attendent plus d'avoir un certain nombre d'années d'activité pour se dire tiens, je vais me remettre à jour, mais de plus en plus, ils sont demandeurs de formation dans ces différents domaines, et étant à l'écoute, ça permet de relayer. Et comme ils en parlent, ils sont tout contents d'avoir fait des formations, ils en parlent à leurs patientes, ce qui fait du bouche à oreille, ce qui se transmet également grâce aux réseaux sociaux. Il y a de plus en plus dans les villes des associations type MEMS Paris, MEMS Marseille, et avec toutes ces informations, et je pense et j'espère
que tout ça va faire bouger les choses pour que des témoignages que j'ai entendus de patientes à qui on a un petit peu rabattu le caquet en leur disant « attendez, pour l'instant on s'occupe de votre cancer, ça on verra plus tard », et bien que ce genre de choses n'existe plus. Voilà. Donc bravo à vous, bravo Caroline, et plein de bonnes choses pour la vie à venir. On peut plus de Alors, monsieur. moi, je voulais juste dire un mot. Merci infiniment à nos orateurs et nos oratrices pour ce combat. On voit que les choses avancent, qu'il y a beaucoup d'espoir, qu'il y a même des choses concrètes. On a parlé d'espoir, mais il y a déjà des choses qui existent, qui sont concrètes. Donc maintenant, c'est le faire savoir encore plus. Dans le cadre de Septembre Turquoise, on a aussi un combat avec l'or qui est la prévention, notamment sur certains cancers comme le col, mais pas que, le suivi en ville pour les femmes qui retournent à la maison. Le suivi est important. Et donc, on a une webconférence la semaine prochaine. Je vais vous mettre le lien. N'hésitez pas. Et ça aussi, c'est un combat. On parlait autour de soi des vaccinations, garçons, filles, voilà, c'est très important. Donc je vous mets le lien et surtout je voulais toutes et tous vous remercier ce soir pour cette webconférence vraiment passionnante et puis pour nos auditeurs et nos auditrices qui sont toujours géniaux quoi. Voilà, et on vous propose dès demain de marcher tous ensemble. Donc en fait une grande marche qui dépasse, qui est pour les cancers féminins. Donc il va faire le pont entre Septembre Turquoise et Octobre Rose. Donc tout le monde peut participer, les étudiantes en psycho, les médecins, les kinés, les patientes, les amis, les collègues, tout ça. L'idée c'est déjà de marcher, ça nous fait tous du bien. Et l'idée ça va être justement de faire passer des infos aussi sur les cancers gynéco qui sont vraiment beaucoup moins connus et même les femmes ne sont pas au courant. Donc en fait on veut bouger tous ensemble. Donc moi je vous ai remis le lien, c'est évidemment gratuit, c'est en ligne parce que c'est un peu notre ADN pour que tout le monde puisse y accéder quel que soit son lieu de vie en France et ailleurs. Et voilà, donc bonne soirée et merci pour cette excellente conférence qui sera bien entendu en replay dans quelques jours, donc accessible sur nos réseaux, en ligne, sur YouTube, etc. Pour favoriser la circulation de cette information extrêmement pertinente. Donc merci vraiment pour cette belle soirée. Bravo.